Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 16 avril 2022. Il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Mina Abedé est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noël. Comment ça va? Ça va. Un peu la forme? Mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Et aujourd'hui, c'est une journée quand même assez exceptionnelle. Exactement. Qui correspond à le 16 avril. Le 16 avril, Yawm al-Ilm. Ça rappelle plein de choses. Ça rappelle bien plein de choses. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée nationale du savoir. Ça te rappelle quoi? Le bohout, les pièces de théâtre, fiches cartonnées. Les photos. Les photos. Les timbres aussi. Pour moi. Pour toi, oui. Pour moi. Oui, pour toi. Bon, parce qu'il y a eu quand même un timbre qui a été émis à l'effigie de Abdelhamid Ibn Badis et plein d'autres timbres aussi. Il y a eu même un événement hier par rapport à ça. Il y a eu plein d'événements. Hier, par rapport à Abdelhamid Ibn Badis, on a restitué quelques petites affaires à lui au musée. Voilà, effectivement. Bah voilà, Amina est déjà à la page. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de cette journée nationale du 16 avril. Ce sera en compagnie de notre amie Samira Hadjamar et nous aurons des enfants prodiges avec nous ce matin. Alors, il est vrai que nous avons un petit peu tendance à nous plaindre un petit peu de la technologie, des réseaux sociaux, parce que nos enfants sont un petit peu cloués à leurs écrans, mais il y en a quand même ceux qui savent les utiliser à bon escient, comme celui qu'on va recevoir aujourd'hui, Wael, un enfant prodige qui a pu inventer à l'âge de 11 ans, aujourd'hui il en a 13, une chaussure donc intelligente, une chaussure qui peut accompagner des personnes donc non-voyantes. Franchement, à cet âge-là, on perd les mots. On ne sait pas quoi dire. En tout cas, c'est incroyable. On peut dire la hibarek et puis il faut dire que quand même, il y a beaucoup de centres, beaucoup d'instituts aujourd'hui qui investissent un petit peu dans tout ce qui est technologie afin de orienter pédagogiquement donc l'utilisation des réseaux sociaux et puis de la technologie. Et aujourd'hui aussi, lorsqu'on parle de Ramadan, on parle aussi de le gaspillage. Elle a tout compris, Mina. Effectivement, le mois de Ramadan, qui est normalement un mois d'abstinence et de transcendance par excellence, il devient, comme le dit si bien l'expression, les yeux plus gros que le ventre. Exactement. Et justement, le gaspillage des produits alimentaires, particulièrement le pain, est vraiment très alarmant. Nous en parlons. Pas que le pain, j'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Il y a, je crois, 2 ans, j'avais travaillé avec Netcom. Je me suis mise dans la peau d'un éboueur. Et avec la tenue d'ailleurs. Avec la tenue, je suis montée sur le camion, j'ai ramassé et tout. Et on m'avait raconté quelques petites histoires là, par rapport au gaspillage et par rapport à Ramadan. Et on parlait de la shorba. De la shorba qu'ils retrouvaient dans des sacs plastiques, des quantités astronomiques de shorba dans des sacs en plastique. Dans des sacs en plastique, des fois ils essayaient de la ramasser, des fois... Voilà, ça se retrouvait par terre. Après je me dis, pourquoi gaspiller comme ça Si vous en avez en plus, vous pouvez en donner aux gens qui n'en ont pas. Par exemple, les gens qui sont dehors. Il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin pour carrément procéder au recyclage. Tout à fait. Mais pourquoi jeter comme ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Justement, on va essayer de comprendre ce comportement qui n'est pas nouveau, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement, et ce sera en compagnie de notre ami Habib Belkacem. Et cette matinée, nous allons aussi parler dans le registre santé des diabétiques. C'est vraiment une question qui revient chaque année. Le diabétique, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? On se pose la question chaque année. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ça? On en parle à chaque fois. Effectivement, Mina, il y a du nouveau pour ça, parce qu'il y a aujourd'hui un procédé qui s'appelle un peu la stratification des jeunes, des patients diabétiques. Donc, c'est une stratification qui consiste à classifier, si vous voulez, les malades, les patients. Et donc, bien entendu, la décision de jeûner ou pas revient d'abord aux médecins. Nous allons parler de ce procédé et on a parlé de gaspillage, mais il y a aussi un tableau quand même assez positif qu'on voit durant le mois de Ramadan et tout au long de l'année aussi. Solidarité. La solidarité, effectivement. Nous aurons une association, c'est l'association Amal Jazair Hope des aides qui va venir donc nous parler de son programme de solidarité durant ce mois de Ramadan. Un concours aussi qui revient chaque année un peu partout dans le monde, un concours plutôt de sélection. Tu devines? Oui. Tu devines? Oui. C'est concours de Miss. Concours de Miss. Pourquoi tu rigoles? Tu as certainement une anecdote par rapport à ça. Oh, mais j'ai des anecdotes par rapport à tout. Par rapport à tout. J'en faisais quand j'étais petite. Quand j'avais 5 ans, 4 ans, 5 ans, j'en faisais. Et bien sûr, tu as été sélectionnée Miss. Évidemment. Et comment? La modestie à l'état pur. T'étouffes même.
Trop. C'est trop là. Effectivement, aujourd'hui, nous allons revenir sur ce concours. Donc, nous aurons avec nous Miss Algérie qui Excellent. viendra donc parler de cette participation. Voilà un peu pour le menu de cette matinée. Mina, tu es là, tu nous donneras quelques nouvelles du ciel? Oui, je vais essayer. Non, tu vas pas essayer, tu vas le faire. Et Je vais bien, le ce sera juste après ce jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, la Miss, mais cette fois-ci, c'est pas Miss Algérie, c'est Non. Miss Météo. Miss Météo, oui. Miss Météo. Si tu veux. Miss Météo, en tout cas, aujourd'hui, plutôt hier, nous avons quand même été encore une fois gâtés par la pluie. Exactement. Mais ça a commencé à s'éclaircir en après-midi. Non? Fin Je veux dire, d'après- il y a eu moins de pluie. en Moins de après-midi. pluie, oui. Moins Moins de de pluie, mais il a fait assez humide, hein, froid, humide, couvert, voilà. Il y a la régie qui te demande la prochaine fois de venir avec le ruban là, de Miss Météo. Banderole, voilà. Ouais. Offrez-la moi. C'est tout. Mais C'est tu tout as ce que déjà j'ai à été dire. sélectionné. Normalement, tu devrais garder cela dans tes, Il n'y dans avait tes pas. archives. Bah non, j'avais 4 ans, 5 ans, il n'y avait pas de banderole. Ah, d'accord. On avait un genre de petit certificat là, avec des petits Ça passe cadeaux. par la régie, vous allez vous en charger. Exactement, je dis ça, Voilà. je dis rien. Hein. Voilà, j'attends le. Voilà. De Miss Météo. Alors, Miss Météo, aujourd'hui, ça va continuer la pluie? Non, Un peu. non, peut-être quelques gouttes, hein, mais pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, Non, retour non. à l'éclaircie. Oui, exactement. Voilà, c'est vraiment Le le beau temps printemps est de qui retour. s'installe. Hein. Oui, tout doucement. Il s'est fait un petit peu timide hein, au début, mais là, bon, ça commence. Mais on espère toujours que le retour des pluies. Le retour des pluies, Exactement. effectivement. C'est ce qu'on espère encore. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous, excellent réveil. Eh bien, effectivement, on notera une amélioration pour aujourd'hui, hein, notamment vers l'ouest et le centre, avec de la brume en journée vers les régions intérieures, quelques pluies sur les Aurès, avec une belle amélioration à partir de l'après-midi. Sur les régions sahariennes, on notera des passages nuageux. Sur le nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental, avec quelques pluies, notamment sur le nord Sahara et les oasis, et puis un ciel plutôt dégagé. Sur le reste des régions sahariennes, avec de fréquents soulèvements de sable, le long des frontières algéro-maliennes, le sud-ouest, le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, Tizi Ouzou 21 degrés à Annaba, on notera 14 degrés, ce sera la minimale d'ailleurs du côté de Al Bayad et Tébessa, on notera 17 degrés à Batna, 15 Djelfa, 19 Radaya, 25 degrés à Béchar, 34 Tindo, 28 Adrar, et enfin 36 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer peu agitée à l'ouest du pays, agitée sur le centre et l'est, avec des vents entre 10 et 20 km/h. À l'ouest du pays, entre 20 et 50 km/h sur le centre, et enfin entre 40 et 50 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Un ciel voilé à Kinshasa. Bangui, on notera des pluies à Abidjan, des pluies également à Addis Abeba. Côté Mercure, on relèvera 27 degrés à Nairobi, 25 à Addis Abeba, 33 à Kinshasa et enfin 31 degrés à Abidjan. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. C'était les nouvelles du ciel en compagnie de Miss Météo. Donc, finalement, il va faire plutôt bon aujourd'hui. Oui, Température oui. plutôt saisonnière. Exactement, non, Plutôt c'est... saisonnière. Il fait bon, on va dire qu'il fait beau. Il fait beau. Voilà, non, c'est... Voilà. Mais il faut faire quand même attention, on en parlait hier en compagnie du docteur Fethi Benachnou par rapport à la fluctuation de température et Exactement. par rapport à un autre comportement, Tout à fait, à ce changement de température. tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Miss Météo. On se Merci retrouve Miss tout à l'heure. Bonjour d'Algérie. Merci. Voilà. On Bonjour se à toi retrouve- aussi. On m'a rien dit. hein, en L'appel régie, est hein. lancé, banderole pour Nour Louda, avec écrit dessus Miss Bonjour d'Algérie. Et un autre Miss Météo, s'il vous plaît. Voilà, deux. Avec des cadeaux, bien sûr, parce que les Miss ont droit à des cadeaux. Ah ouais? Oui. Ah, Toujours ça, c'est un beau détail. Des voyages, des voitures, plein de choses. On est bien gâtés quand on est Miss. Hein. Et ben oui, dans certains pays, oui. Ça te dit à quel club ça te va? Non, du tout. Non. Quelle est ta réponse? Ah non. On ne m'achète pas comme ça. Ça ne marche pas. Eh ben voilà, ça aide. Va falloir penser à quelque chose quand même de plus conséquent. Exactement. Qu'à cette
Non. C'est Ramadan, Allah Saïmen. Non, ça ne marche pas aussi. Il va falloir négocier, négocier un peu plus, hein. Ah, c'est... Voilà. Non, non, la Guyane, ça Là, va être dur, hein. là, ça va marcher. Un bon café. Non, Naghalb. même pas. Ah, ça va être quand même Le une bon café, négociation assez je peux dure. me l'offrir seule à la maison, donc non. Ça ne marche شوف pas. معاها. Ça va être non. Désolée, Miss mais... Météo, on se revoit tout à l'heure. Oui, mais si Après tu je veux. vois qui faisait du midi, je veux bien. Avec plaisir. Avec plus de détails, bien Exactement. entendu. Celui de 19h Tout à fait. et vendredi prochain. Et vendredi pour Bonjour prochain. d'Algérie. Oui. Miss, merci beaucoup. Merci à toi, Miss. Bonjour. Et bonne journée à toi, Miss Météo, et bonne semaine. Pareillement, Miss. Bonjour. Merci d'Algérie. beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Et on va continuer. Ça va être pause musicale cette fois-ci en compagnie de Manal Gharib.
Et voilà, c'était donc Manel Gharbi. Et à présent, nous allons nous intéresser au registre santé, et particulièrement les diabétiques. Cette fameuse question qui revient chaque année, est-ce que le diabétique doit jeûner ou pas? Et ben, c'est une question à laquelle répondra Dr Hamoutan. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à vous, Sahar Mdanek. Vous m'avez manqué. Vous aussi, vous nous avez manqué. Merci. Et bien sûr, vous êtes toujours au rendez-vous, toujours pour bien orienter les patients qui nous regardent ce matin. Alors docteur, la question revient chaque année. Donc, est-ce que le diabétique doit jeûner ou pas? Il y a une nouveauté cette année par rapport à cette question. Il s'agit de la stratification des patients. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors, la nouvelle stratification qui aide énormément le médecin. Alors, les patients doivent se diriger vers leur médecin, soit leur médecin traitant ou parfois ils sont tellement indisciplinés, ils vont voir le médecin. Alors la question, est-ce que je peux jeûner, qui est posée par le malade. Le médecin ne va répondre qu'après lui avoir posé plusieurs questions. Alors ça aide le malade, le patient, et ça aide le médecin. Le premier facteur, c'est de quel type de diabète vous êtes. Si c'est un diabétique de type 2, il est à plus de risque de jeûner. Si c'est un diabétique de type 2, moins de risques. Ensuite, il y a l'ancienneté du diabète. Plus on a un diabète ancien, plus de 10 ans. Là, c'est la barre des 10 ans. On est à plus de risque de jeûner. Quand on est à moins de 10 ans de vie de diabète, on a moins de risques. Ensuite, il y a le risque d'hypoglycémie. Alors, plus des patients font des hypoglycémies, c'est-à-dire qu'ils ont des sensations d'hypoglycémie confirmées par une glycémie inférieure à 0,60. Alors, si c'est moins de 3 mois avant le ramadan, comme ça, ils sont dans le risque. Il y a des patients qui ne font aucune hypoglycémie, donc il y a moins de risque. Ensuite, il y a l'équilibre glycémique. Vous savez qu'il y a l'hémoglobine glyquée, avec lequel on contrôle nos patients diabétiques. Lorsqu'ils ont des hémoglobines glyquées supérieures à 9%, ils sont déjà à haut risque de jeûner. Lorsqu'elle est comprise, l'hémoglobine glyquée, entre 7,5 et 9, intermédiaire, un risque intermédiaire. Lorsqu'ils ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5, ils sont à moins de risque. Ensuite, voir ce patient s'il n'a pas déjà des complications cardiovasculaires. Exemple, des vaisseaux qui se sont déjà bouchés, à savoir un AVC, déjà un infarctus ou déjà une amputation au niveau des membres inférieurs. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Alors, ce genre de patients sont déjà au risque de jeûner. Par contre, les patients qui n'ont aucune complication cardiovasculaire, ils ont un risque zéro. Ensuite, arrive l'association avec d'autres facteurs de risque. Vous savez que le diabète ne vient pas seul. Alors, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'âge, plus on a un âge avancé, et ça se rajoute au diabète. Lorsqu'on est obèse, lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on est dyslipidémique et lorsqu'on est tabagique. Tout ça, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Plus le patient a ces facteurs associés à son diabète, plus il est à risque. Quand le patient n'a aucun de ces facteurs de risque, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a d'autres facteurs qu'on est obligé de voir chez nos patients, c'est-à-dire le fait de jeûner. Vous savez que c'est une bonne chose ce mois de Sha'ban avant le mois de Ramadan. Les patients diabétiques jeûnent, essayent de jeûner 2 fois par semaine. C'est une très bonne idée. Déjà, on peut leur poser la question, est-ce que vous avez supporté le jeûne? Et puis, le jeûne passé de l'année passée, voir comment ça s'est passé. Parce que parfois, les patients ne viennent que chaque 5 ans, chaque 2 ans, revoir généralement, la veille de Ramadan, ils mettent en tension justement les consultations de diabétologie, et c'est une chose à ne pas faire. Le médecin diabétologue n'est pas un Khatem Souleymane, il ne va pas vous mettre sa main sur votre tête et vous dire vous n'avez pas de risque et l'autre a un risque. Donc avec cette nouvelle stratification, ça aide énormément. Ensuite, rentre en considération le nombre d'heures de jeûne, le travail du jeûneur. Est-ce que si c'est un maçon qui travaille dans une tour en plein soleil ou en plein vent, tout ça, et avec cette nouvelle stratification, ça aide énormément le patient diabétique et le médecin. Et le médecin surtout, donc à mieux orienter, à mieux encadrer le patient. Et donc on a beaucoup moins de risques
de risque chez nos patients. Mais reste à leur dire que les nouvelles valeurs glycémiques qu'on avait l'année passée, il y a de nouvelles. Il y a toujours des études en médecine. Hein. La médecine est en mouvement. Donc, alors, la matinée, les diabétiques qui sont sous traitement, il faut qu'ils sachent que s'ils sont sous insuline, il faudrait qu'ils aillent voir leur médecin. Quel que soit le traitement qu'ils ont, avant de rentrer dans le ramadan, ils doivent modifier avec leur médecin traitant leur traitement. On ne peut pas rentrer avec le ramadan avec le même traitement qu'on avait auparavant. Il y a un changement de traitement. Changement de traitement, donc lié au changement d'habitude alimentaire. Effectivement, aujourd'hui, docteur, nous sommes au 15e jour, mine de rien, de Ramadan. Voilà, 15 jours déjà. Et donc, il y en a ceux qui n'ont pas pris la peine d'aller voir un petit peu leur médecin, de prendre des décisions seuls, parce qu'on comprend, hein, il y a beaucoup de personnes à qui, lorsque vous dites vous n'avez pas le droit de jeûner, c'est un peu difficile d'accepter la réalité. Alors, il ne va pas voir le médecin. Voilà, alors il ne va pas voir. C'est vrai que c'est une fuite en soi, hein, parfois. Mais aujourd'hui, nous sommes au 15e jour, donc qu'en est-il un petit peu du bilan, on va dire, du comportement de ces patients, du moins vos patients, durant cette première quinzaine? Alors, ce qu'on va dire, depuis les années 2000, on a une nette amélioration des complications qu'on a avec les diabétiques. Il y a une prise de conscience qui est formidable. Il y a beaucoup de journées de sensibilisation, d'éducation. Vous-même, vous travaillez dur d'ailleurs pour la sensibilisation. Oui, absolument, et on a un très bon résultat. Donc, mais il faudrait renouveler les données, parce que la médecine, il y a de nouvelles études. Alors, on les avertit que dans la matinée, la glycémie, l'année passée, on disait 0,70 le matin. Là, il faudrait que la glycémie de départ du matin doit être supérieure à 0,80. Sinon, il ne gêne pas. Parce que le 0,80 ne va pas arriver jusqu'au phtor. Et à partir de 17h, les patients sont obligés de faire une glycémie. Et à partir de 17h, on demande des glycémies supérieures à 0,70. À n'importe quel moment, c'est-à-dire à partir de 17h, si le patient est à 0,70 et que dans son traitement, il y a les traitements, que ce soit de l'insuline ou le traitement oral, qui sont hypoglycémiants, il est obligé, le patient, de ne pas jeûner, de rompre son jeûne, parce qu'il y a des risques. C'est une minute, hein, même si il va se dire je vais faire une petite sieste, elle va remonter ma glycémie. Et puis on a eu dans pas longtemps, on réfléchit un peu comme énormément de cas. Tous les diabétologues peuvent vous dire des cas où des patients sont décédés, ils étaient dans leur chambre, on les retrouve, voilà. Donc, et il y a les glycémies, toute glycémie supérieure à 3 grammes, que ce soit dans la journée ou après le phtor, le patient ne jeûne pas, il n'a pas le droit. Le fait de déséquilibrer comme ça un diabète et de monter une glycémie à 3 grammes, il est à risque de faire des complications cardiovasculaires. On meurt du cœur, le diabétique meurt du cœur. Effectivement. Alors docteur, à chaque fois d'ailleurs, lorsque vous êtes avec nous dans vos campagnes de sensibilisation, vous sensibilisez et vous insistez toujours à l'activité physique, parce que l'inertie aussi peut être facteur à risque, n'est-ce pas? Absolument. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du diabétique qui pratique quand même une activité sportive tout en jeûnant? Alors, c'est à déconseiller l'activité physique juste avant la rupture du jeûne. Il y avait une mode comme ça, juste avant, surtout chez les hommes, hein, d'aller faire, en général, les femmes, elles font leur sport dans la salle privée, ou le matin, ou l'après-midi. Mais juste avant de jeûner, avant la rupture du jeûne, il faut éviter. Il y a une activité physique qui est extraordinaire, c'est le tarawih. Tarawih, c'est une habitude. D'ailleurs, dans les bienfaits du jeûne, le fait de faire tarawih, il y a une nette amélioration des douleurs osseuses, des douleurs articulaires grâce au tarawih et grâce en améliorant bien sûr le microbiote chez les patients. Ça, c'est le bienfait du jeûne. Donc, pour les femmes qui ont beaucoup d'activité physique juste avant le jeûne, alors elles laissent juste avant le jeûne pour faire ses frites ou faire son bourré ou le four, il faut éviter. Partager, donc essayer de ne pas de moins travailler juste avant le jeûne. Donc vraiment faire à manger très tôt le matin, là où la glycémie est la plus élevée, c'est là où on peut faire de l'activité, où on sort du suhoor. Chez les diabétiques, le suhoor est obligatoire. Tout diabétique, alors il y a beaucoup de diabétiques qui ne prennent qu'un repas. Oui, c'est très mauvais. Le repas unique est très mauvais. Le repas unique, c'est-à-dire celui du phtor. Voilà. Le suhoor est obligatoire
et le plus tard possible, comme nous l'a dit notre prophète. Donc, le suhour ta'kom, c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, donc finalement, le diabétique doit quand même respecter les 3 repas, donc 2 à 3. 2 à 3, donc les 3 repas habituels, donc lorsqu'on est en jours normaux. Et beaucoup de patients préfèrent prendre un seul repas pour maigrir. Oui. C'est une bêtise à faire parce que ce que vous perdez, c'est la masse musculaire pendant le mois de Ramadan. Et perdre sa masse musculaire est irrécupérable, même chez les grands sportifs. Oui. Donc, maigrir de 2-3 kilos, c'est bon, mais de maigrir, c'est pratiquement l'équivalent des régimes yo-yo. Hein. Vous maigrissez très vite, mais vous allez reprendre encore. Très vite. Parce que quand vous prenez qu'un seul repas, le corps se met dans un état de stress. Le cerveau rappelle que ce patient est en train de jeûner. Donc, on doit emmagasiner. Donc, tout ce que vous mangez, il va emmagasiner, même si vous faites du sport. C'est ça le problème, le piège. Voilà. On grossit plus en prenant un seul repas. Voilà, donc encore une fois, vous m'avez dit tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a des diabétiques qui ne jeûnent pas pendant de longues années. Mais à un moment donné, vous pouvez toujours, finalement, si on voit qu'il y a une amélioration dans sa santé, de l'autoriser à jeûner à nouveau. Absolument, parce que les bienfaits du jeûne sont incroyables. Les phénomènes inflammatoires qui se passent au niveau des vaisseaux, les maladies auto-immunes, les maladies articulaires, donc tout s'améliore. Alors les patients, exemple, des patients qui ont déjà fait un infarctus, AVC, et qui ont stabilisé cette maladie cardiovasculaire, on peut les laisser jeûner. Oui. C'est très bénéfique pour eux. Ils vont équilibrer leur dyslipidémie, leur microbiote, équilibrer leur tension, mais c'est magnifique le jeûne. Donc, il reste qu'ils doivent voir leur diabétologue, sans oublier que quand ils ont un diabète de plus de 10 ans, tous les 2 ans, ils doivent aller voir le cardiologue, même s'ils n'ont pas d'hypertension artérielle. Le cardiologue va leur faire une échographie cardiaque. Il y a 2 choses qu'on doit surveiller dans le cœur. La première, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous savez que le cœur est séparé en 4 cavités, 2 petites et 2 grandes. L'hypertrophie ventriculaire gauche est est un signe de risque cardiovasculaire très important. Donc, faire l'échographie cardiaque tous les 2 ans, quand on a une bonne échographie cardiaque, il n'y a aucun problème à cela. Donc, il y a des patients, il faut revoir leur médecin traitant. Il y a des patients qui ont interdit le jeûne l'année passée parce qu'ils viennent de sortir d'un corona. Vous savez qu'après un corona, il faut interdire le jeûne. Vraiment interdire pour un diabétique. Pour un diabétique, même pour les autres patients, parce qu'il est thrombogène. On ne sait pas ce qu'a fait comme dégâts le corona, l'ancien corona, on va dire. Et j'espère qu'on ne le reverra plus. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des patients qui sont tellement bien équilibrés, améliorer leur diabète. Puis, il y a des patients qui restent. On leur a dit à 10 ans ne pas jeûner parce qu'ils avaient un problème, parce que juste avant le Ramadan, ils étaient très malades ou ils étaient mal équilibrés. Et puis ils gardent comme ça, ils ne jeûnent pas, alors que les bienfaits du jeûne sont incroyables. Effectivement. Et encore une fois, on rappelle que la décision de jeûner ou pas revient exclusivement au médecin. Médecin traitant. Qui connaît la situation, l'état du patient. L'état. On a oublié de parler aussi du rein. Quand on a une clairance, c'est un calcul. La clairance rénale, quand elle est supérieure à 60, il n'y a aucun problème pour jeûner. Donc, quand elle est inférieure à 30, il y a beaucoup de risques. Voilà. De risque, voilà. Donc, encore une fois, la décision revient au médecin. Dr Hamoutan, merci beaucoup, encore une fois, d'être revenu sur, encore une fois, les bienfaits du jeûne, la fameuse question jeûner ou pas, et aussi la stratification donc, des patients. Donc, Dr Fatih Hamoutan, vous êtes diabétologue. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, et cette fois-ci, nous allons voir un petit peu ce tableau de solidarité donc durant ce mois de Ramadan. Ça va être en compagnie du Croissant Rouge algérien et particulièrement donc au niveau du comité de Ain el-Bediani. On se retrouve juste après. Outre sa dimension spirituelle, le mois de Ramadan déclenche une intense activité de bienfaisance et de volontariat dans la société. Les volontaires du Croissant Rouge de Ain Bediani ont saisi l'occasion pour préparer et servir des repas aux démunis. On reçoit des familles nécessiteuses et des démunis. On leur offre des repas à emporter. Pour ceux qui préfèrent venir ici, on leur offre des repas et leur suhour à emporter.
Dès le matin, les volontaires investissent les lieux. Les tâches sont partagées selon les besoins de la mission. Un menu hebdomadaire affiché, une mise à jour des listes des personnes nécessiteuses, une vérification du stock des dons, chrono en marche. Les repas doivent être prêts avant 15 heures. عندنا المنيو تاع لا سيمان كل سمانه اون شونج لو منيو تاعنا كيما هاد لا سيمان عندنا كيما لو سامدي بديناها شوربه فري. Pour le menu, on le change chaque semaine. Pour cette semaine, exemple, pour le samedi, on a shorba frik, mtouem, l'hem l'hlou et bourek. Pour le menu du dimanche, on a shorba tlitli, gratin de chou-fleur, l'hem l'hlou et bourek. Le menu est établi selon notre stock et dépend des dons qu'on reçoit. On partage chaque matin, on partage le travail. Il y a les aides cuisiniers, les commis de cuisine et les chefs qui dirigent les marmites, ou que ce soit le travail et même le service le soir. Pour ces volontaires du Croissant Rouge de Ain Benyen qui viennent de différents horizons, le bénévolat a donné un sens à leur vie. Ils en sont même addicts. Ce travail nous rapporte beaucoup de bonheur, pour beaucoup de joie, parce qu'on sait qu'on fait un travail noble et humain. Et la bénédiction du bon Dieu, subhanahu. Donc je sais que c'est grand, c'est beau ce qu'on fait là. Et j'invite tout le monde à le faire. Parce que, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Travailler en volontaire pour aider des personnes vulnérables n'exige qu'un grand cœur, et ce, même pour les tout petits. C'est un très grand plaisir. C'est un grand plaisir de travailler ici. Alhamdoulilah, on est toute la journée ici. Inch'Allah, on continuera à le faire toujours. On aide comme on peut. On a laissé nos enfants, nos foyers, on aide comme on peut. J'invite les gens qui nous regardent à venir nous aider. Le menu est presque prêt, on dresse les tables, on prépare les boîtes à emporter. L'important est que les jeûneurs ressentent cette chaleur de la solidarité de nos volontaires du Croissant Rouge. À la rupture du jeûne, ils s'installent tous autour des tables. J'ai eu le plaisir de partager le ftour avec eux. C'est un grand plaisir. Pour âme charitable, faire des dons ou du volontariat en ce mois de Ramadan est un engagement moral pouvant alléger les souffrances des démunis. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc Leïla Ben Aïcha qui s'est intéressée à ce mouvement de solidarité au niveau du Croissant Rouge algérien. C'était le comité de Ain El Benyen. Et donc c'est on va dire, un très beau paysage que nous voyons durant le mois de Ramadan, malheureusement entaché aussi par des comportements quand même inexpliqués. On le dit bien, l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre, une expression qui malheureusement montre un petit peu la réalité du gaspillage en Algérie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre ami Hamid Belkacem. Bonjour. Bonjour Nolhuda. Ça va? Oui. Sauf lorsqu'on voit ces images un peu effrayantes, on va dire, effrayantes, qui font mal, qui sont en totale contradiction avec les préceptes de l'islam et avec nos traditions. Le gaspillage existait, mais on va dire à petite dose homéopathique, mais là il prend de l'ampleur et les chiffres sont anormalement inquiétants. On en veut pour preuve que le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est publié, on l'attend, celui pour 2021, mais celui qui a été publié il y a à peine une année, en avril, au mois d'avril 2021, dit la chose suivante. Durant l'année 2020, les Algériens ont gaspillé, donc ont jeté dans leurs poubelles 4 millions de tonnes de produits alimentaires, ce qui est astronomique. Alors, quand on décompose ces 4 millions de tonnes, ça donne 91 kilos par habitant durant toute l'année. 91 kilos. Alors que la moyenne mondiale, c'est 74 kilos. Donc, on est bien au-delà de la norme mondiale. D'un autre côté, lorsque l'on voit
tous les jours que Dieu fait, les Algériens se plaignent, à juste titre, de l'augmentation, de la spéculation sur beaucoup de produits. Mais quand on voit en parallèle ces chiffres très alarmants, et même beaucoup plus qu'alarmants en termes de gaspillage alimentaire, il y a des questions qu'il va falloir se poser. Et là, il est bien de décliner quelque chose qui a de la valeur dans nos traditions. On a pour habitude de parler de la nourriture, de dire Ni'ma. Ni'ma, c'est un don du ciel, c'est un don de Dieu. Et lorsque, dans cette catégorie de gaspillage alimentaire, le roi qui trône, c'est le pain. Le pain. Malheureusement, en Algérie, on produit beaucoup de pain. C'est en moyenne, les chiffres datent de ce dernier rapport, 50 millions de baguettes par jour. Sur ces 50 millions de baguettes produites dans les boulangeries chaque jour que Dieu fait, il y a 10 millions qui finissent à la poubelle. Le cinquième. Oui, le cinquième. Ce sont 10 millions de baguettes. Ça n'a l'air de rien, mais lorsque vous additionnez ça sur une année, alors le prix moyen de la baguette, parce que vous avez du pain, notamment durant ce sacré mois. J'allais dire, c'est un sacré mois pour le gaspillage. C'est un mois sacré, mais il est sacré aussi pour le gaspillage. La moyenne, c'est 10 dinars la baguette. Quand vous multipliez les 10 millions de baguettes jetées par 10 dinars la baguette, ça vous fait 10 millions de dinars de baguettes de pain jetées à la poubelle. Ça vous fait exactement 10 millions de baguettes. 10 dinars la baguette, ça vous fait 100 millions de dinars. Si vous préférez les Sacré centimes... coup pour l'économie, en tout cas. Voilà, c'est 10 milliards de centimes jour de baguettes de pain jetées dans la poubelle. Ça nous fait, par 365, c'est très simple, 3650 milliards de centimes de pain jetés chaque année que Dieu fait dans les poubelles. Vertigineux. C'est vertigineux. Et ce sont des chiffres qui sont faux. Parce que quand vous prenez le prix de la baguette qui est de 10 dinars, on oublie souvent que c'est un prix largement, pour ne pas dire très largement subventionné. Le prix n'est pas de 10 dinars, c'est ce que paye le citoyen. Pourquoi? Parce que l'intrant premier, ce sont les céréales. Les céréales sont très subventionnées en Algérie. On importe les céréales parce qu'on n'en produit pas assez, donc on importe beaucoup à des prix très élevés qui sont remis par les différents organismes chargés de panifier, de faire de la farine panifiable à un prix largement subventionné. Ensuite, comme deuxième intrant, vous avez de l'eau. Alors il faut se dire que lorsque nous jetons, nous autres Algériens, 10 millions de baguettes dans nos poubelles, la baguette est composée de beaucoup d'eau. Une eau qui est sur la chaîne côtière, sur les 14 wilayas côtières, qui est en général dessalée. Et l'eau dessalée est fortement subventionnée. Autre intrant, l'énergie, que ce soit l'énergie électrique pour faire tourner le pétrin, c'est très simple. Le kilowattheure est payé à 1 dinar 74, 1 dinar 74, les 125 premiers kilowattheures, or son prix de production est de 12 dinars. Donc nous ne payons que 1/10 du prix du kilowattheure. Le gaz qui fait cuire le pain est aussi plus que très largement subventionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à la fin de l'année, on se retrouve avec ces 10 millions de baguettes de pain jetées par jour que Dieu fait. Si on devait zapper les subventions, ça nous donnerait un chiffre faramineux qui est celui, tenez-vous bien, des milliards de dollars. C'est-à-dire ce que nous autres Algériens jetons... 1 milliard de dollars, c'est quoi? C'est un budget d'un petit pays? C'est le budget d'un pays africain, et c'est le budget de tout le pays. Quand je dis le budget de tout le pays, c'est le budget qui fait tourner, par exemple, les salaires, la fonction publique, la poste, le système éducatif, le système de santé, le système de défense de tout un pays moyen en Afrique est de 1 milliard de dollars. Et donc, en Algérie, nous jetons l'équivalent du budget de tout un pays dans les poubelles, et juste pour la partie pain. Parce que sur les 4 millions de tonnes que nous jetons de produits alimentaires, que nous jetons chaque année dans nos poubelles, il y a autre chose. Des légumes, des fruits... Il y a des plats qui sont cuisinés. Et quand on dit plats cuisinés, ça veut dire des intrants qui sont eux aussi subventionnés. Vous avez
les céréales, certes, mais vous avez aussi l'huile qui est très largement subventionnée, vous avez du sucre qui est très largement subventionné. Et là, la question qu'il va falloir se poser, il faudrait qu'au plus haut niveau de l'État, qu'on s'intéresse, qu'on mette en place des groupes de travail pour analyser de manière très fine ces intrants, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gaspillage, et par la suite, peut-être arriver à proposer des mécanismes à même de subventionner beaucoup plus les salaires que les produits. Si aujourd'hui le pain est gaspillé, c'est parce qu'il est à la portée de tous. Il devrait être, nous sommes dans un état social, il doit être à la portée de tous, mais on peut subventionner les salaires et avoir un pain à son juste prix. Le prix de la baguette devrait tourner autour de 45 à 50 dinars pour du pain. D'abord, parce que quand on consomme beaucoup de pain, on le consomme, on en jette une partie. Mais le pain, à partir du moment où il est subventionné, il est de très mauvaise qualité. Vous savez, dans le gaspillage alimentaire et dans la santé alimentaire, il y a le principe des 3 blancs. Le sucre, le sel et la farine blanche. Et la farine blanche est très mauvaise pour la santé. Elle donne un certain nombre de maladies. Et à ce moment-là, on est obligé de ponctionner aussi plutôt dans le trésor public pour avoir plus de médecins, plus de médicaments, et pour guérir les Algériens. Mais les guérir de quoi? De quelque chose qui est subventionné. Donc c'est un petit peu le cercle infernal qui fait que l'État social fait des efforts pour subventionner un certain nombre de produits alimentaires de base, mais en contrepartie, cette subvention permet et impacte négativement la santé et l'environnement des Algériens. Parce que quand on jette des produits alimentaires dans les poubelles et que ça déborde parce que les volumes sont si importants, vous avez la prolifération de rats qui génèrent d'autres maladies, qui génèrent un plus à payer par les collectivités locales pour pouvoir combattre ces rats. Et à un moment donné, ça devient ingérable. Parallèlement, vous savez, cette année, ça fait 10 ans que le continent sur lequel nous vivons, l'Afrique, n'a pas connu une crise alimentaire de cette ampleur. Nous, en Algérie, nous sommes en grande majorité musulmans. Et dans notre religion, on dit bien le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire, est proscrit, est interdit par notre religion. Et nous assistons à une crise alimentaire sur notre propre continent. On voit de temps en temps une immigration clandestine parce que nos collègues, nos concitoyens sur le même continent fuient leur pays parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a de la famine. Et chez nous, on gaspille. Ça devient très difficilement supportable pour un être normal. Effectivement. Alors, Hamid Belkacem, là, on a vu quand même que l'impact du gaspillage sur l'économie est quand même vertigineux. Il y a d'autres impacts, malheureusement, sur l'écologie, parce que quand même, les déchets alimentaires aussi produisent des gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas à l'abri non plus. On n'est pas à l'abri parce que non seulement vous avez d'un côté le gaspillage alimentaire, mais d'un autre côté, vous avez l'insouciance des gens qui ne font pas du tout preuve d'ingéniosité. Vous savez, nos grands-mères et nos mamans il y avait très peu de... Moi, je suis très étonné quand, de passage dans une supérette, je vois en vente sur les étals de la chapelure de pain. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas parce que la chapelure, on le faisait à la maison, on râpait, nos mamans, nos grands-mamans râpaient du pain, maintenant on en vend. Ça veut dire qu'on ne recycle plus, il n'y a plus le pain perdu, il n'y a plus snain neuf, il n'y a plus beaucoup de choses que nos mamans, nos grands-mères faisaient. Donc on perd dans le système de tradition. Dans l'Algérie profonde, il y avait toujours les restes qui allaient comme nourriture pour le bétail. Pour le bétail, pour les poules, les épluchures de... Moi, je me rappelle, j'ai grandi à Intaya, on avait un poulailler et c'était les épluchures de carottes, de pommes de terre et tout, et les restes de repas qui allaient pour faire manger les poules. On ne le fait plus. On ne le fait plus parce que on se plaint du manque à gagner ou de l'inflation ou de la spéculation, mais on l'entraîne parce qu'on gaspille encore plus. On est peut-être mieux payé, mais parce qu'on est mieux payé que nous gaspillons en plus. Et en étant mieux payé, en gaspillant plus, c'est l'inflation, c'est un circuit très vicieux. À un moment donné, il faudrait que les politiques qui dirigent ce pays
mettre en place un vrai groupe de travail. Il faut de l'expertise très fine, hein, les décisions hasardeuses et tout. À la veille de Ramadan, on augmente soit l'importation, soit la production, soit la distribution. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. On le voit, on est taxé. Et puis il y a l'image de marque du pays. Quand le programme des Nations Unies pour l'environnement donne des chiffres, et en Algérie, on est très mal classé en termes de, ou plutôt bien classé vers le haut, en termes de gaspillage alimentaire. Ça ternit un petit peu l'image de l'Algérie et l'image de l'Algérien qui est, par définition, on va le voir, hein, à Ain Benniane avec le croissant rouge algérien, il est solidaire. Mais je ne sais pas si c'est du 49-51%, s'il est 49% solidaire et 51% gaspillage, gaspilleur ou l'inverse. Voilà. Ça fait mal, mais il faut prendre le temps. Je tiens à souligner qu'il y a un magnifique travail qui est fait par l'AND, l'Agence nationale des déchets, qui a ciblé des foyers, qui a offert un accompagnement très technique en mettant à leur disposition des balances très précises pour justement avoir une analyse fine de tout ce qui est gaspillé. J'espère que d'ici quelques mois, parce que sur toute l'année 2022, on aura des résultats et à même d'interagir avec ce fléau, ce drame qui est le gaspillage alimentaire. Effectivement, ça reste quand même un fléau. Toujours l'AND, donc l'Agence nationale des déchets, organise aujourd'hui un concours au profit des enfants, encore une fois, pour sensibiliser à la question du gaspillage. En tout cas, merci beaucoup, Hamid Belkacem, pour ce carton rouge, on va dire. Carton rouge pour nous tous. Hein. Pour nous tous, effectivement. Vous savez, le gaspillage alimentaire, c'est une SPA, c'est une société par action, où chaque Algérien détient une action. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Encore une fois, donc aujourd'hui, c'est le 16 avril. Nous célébrons la journée nationale du savoir. Et Malika Bella, notre collègue, s'est intéressée justement ou a rendu hommage donc, à Abdelhamid Ibn Badis dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Un des fondateurs et figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Abdelhamid Ben Badis fonda en 1931 l'association des oulémas musulmans algériens dont les principes de base étaient la patrie, l'arabité et l'islam. Ce n'est pas seulement la journée du savoir que les Algériens célèbrent le 16 avril. C'est aussi le parcours, les réalisations, les sacrifices et le grand projet porté par l'imam de la Renaissance, Ibn Badis. Tout cela avait un seul but, lutter contre le colonialisme. Très tôt, Ben Badis réalisa que la voie de la réforme pour sa nation passait par l'instruction. Il commença à ouvrir des écoles et y prit en charge lui-même l'enseignement. Abdelhamid Ben Badis a ouvert la voie à la scolarisation des femmes. C'était un pas énorme et très courageux pour l'époque. Un défi et quelque chose d'exceptionnel, surtout durant la période coloniale. Il a concentré son action et mis toute son énergie à convaincre les familles algériennes de scolariser leurs filles dans les écoles fondées par les oulémas. D'ailleurs, les frais de scolarisation de ces dernières étaient moins élevés que ceux des garçons. Ben Badis a réussi à créer une école moderne et réformiste. Le grand érudit Abdelhamid Ben Badis a été celui qui a semé d'abord les premières graines du savoir et par la suite celles de la révolution. Son rôle dans la prise de conscience par le peuple algérien de son identité et de son potentiel a été décisif dans le long chemin menant
ce matin qu'il y a quand même des enfants prodiges qui nous impressionnent avec de très très belles inventions. La technologie n'est pas que négative finalement en contact avec les enfants. Ils nous impressionnent. Et parmi nous ce matin, deux enfants qui ont donc fait de très très belles inventions qui répondent aux besoins de la société. Et parmi nous ce matin, Maram Shemsel Assil Hamdini. Maram, sabah al-khair, marhaba bik. Merci pour l'invitation et Ramadan Karim. Ramadan Mubarak, kul aam wa bikhair. Ça va, Maram? Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et ton petit frère est parmi nous ce matin, justement. Wael Shihab Eddin Hamdini. Wael, sabah al-khair. صباح النور رمضان مبارك للجميع ويرجع عليهم بالفرحة إن شاء الله وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. Alors, dites-moi, donc vous êtes tous les deux des inventeurs, n'est-ce pas? Vous avez inventé donc des objets qui répondent un petit peu aux besoins de la société. Maram, je commence par toi. Oui, je suis bon نبدأ بالسبور ولا واش تحبي؟ D'accord. نبدأ les inventeurs هادو. بون دابور انايا جاتني واحد البريود في 2020 بدينا في هذيك تاع الكورونا لا بيريود تاع الكوفيد دونك جاتني هكا اون ايديك شغل نعاونوا هذوما المرضى اللي يمرضوا دونك حنا واش شفنا باللي شغل اللي في لي زوبيتو كي لي ميديسينيتو هما ثاني ولاو يتعداو شغل ولا تنقل العدوى دونك انايا خممت كومان روبو دو كوفيد شغل نحطو في لي زوبيتو هو شغل اللي يعاون لي شغل في بلاص لي ميديسين في بلاص لي زانفيرميير شغل هو يدير كلش وشنو عندك c'est-à-dire يدير كلش il fait le service il fait le ménage il fait دونك عندك بريميرمون يديلك الماكله نتاعك هو اللي يديها للمالادي نتاعك يدخلوا لك الشومبرا هذه عنده اول حاجه يديرها عنده ثاني يدي اللي شغل في هذيك تاع نقيسو تاع الحراره هذه لا تمبيراتور وي لا تمبيراتور في ثاني وثاني ترمومتر وي بيان سور شوفي احنا دايرين اسمها اليكسا شغل ريسبيري باي تجي فيها دونك هذه تتصل تكونيكتي بالويفي تسمى تقدر ديها يا مانيوال يا شغل وي دونك فيه كوم تابلت شغل باش يشوف باش يكونتاكتي لي كو سو لي ميديسين او بيان لوتر فامي ou aussi je fais j'ai oublié avec معليش il y a beaucoup d'options oui, il y a beaucoup d'options aussi فيه وي الاشعه تحت البنفسجيه يمشي لك في شغل حنايا المالادي يروح نطرو شومبر يدخل هذاك الروبو يطلق واحد الاشعه تقتل البكتيريا ديك الموجوده في الهواء كوم كورونا وي pour désinfecter bah bravo Maram هذا comme tu vas voir ici يشوفوا هذا اللي شاركت فيه في المسابقه العالميه مقامه في دبي دونك كنا في البيريود تاع كورونا دونك درنا كلش بالزوم قعدت واحد هكاكا ببري 6 موا من اكتوبر حتى لمارس وحنا في هذه المسابقه وكنت من التوب 20 على مستوى العالم ان شاء الله. En tout cas, on te félicite, bravo, vraiment, c'est une très très grande fierté, Mara, mais surtout un bel exemple pour tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui. Mara, justement, tes amis à l'école, واش بنت سنة قريت؟ نو دوكا مانيش سي بون كملتي تهنيتي سي بون دركا tu te concentres plus sur les inventions sur les recherches n'est-ce pas? Alors justement quelle a été un petit peu la réaction de l'entourage الناس اللي ساكنين معاك tes amis donc à l'école كيفاش كانت ردة الفعل تاعهم؟ دونك شوفي شغل في لافامي تاعي البرومي فوا كي كاليفيت شغل جاب لي بابا كنت شغل كلش نخدم بالايميل تاع بابا النيميرو دو تليفون تاع بابا شغل كي قلت له ايميل جاب لي قال لي شوفي في انيميل جو سي با كومون قال لي تاتوار شتا لقيت ديجا سمايل فانل شغل كيفاه لا رياكسيون تاعي بيان سور فرحت نص نعيطيتو وي en tout cas nous aussi on te félicite pour ce que tu as fait Wael alors Wael انت تاني درت une très 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 belle invention. Alors, Ntaya Wael, tu t'es intéressé à une catégorie spécifique de la société. Ntaya, اهتميت بشريحة معينة في المجتمع. نعم. ياك. اللي هي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. Donc c'est beaucoup plus aux personnes non voyantes. Alors كيفاش جاتك الفكرة انك اهتميت بهذه الشريحة هذه؟ Comment tu t'es intéressé à cette frange de la société? الفكرة جاتني انه احنا في جمعية الإبداع الابتكار العلمي لولاية المسيلة
تعلمنا لكل مشكلة حل تاعها. وانايا لاحظت المشاكل اللي يعاني منهم المجتمع، ومن إحدى هذه المشاكل هي المشاكل تاع ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كاين ناس مهمشينهم، كاين ناس ما يساعدوهمش، وأيضا هما يتعرضوا بزاف حوايج تعرضهم للخطر. فقررت أني أول بروجي ليا نخدم الحذاء الذكي، وجهته لفئة المكفوفين. خاطرك شفت مكفوف تعثر امامي، فغني ذاك المكفوف وحبيت نخدم حاجه باش نساعده. وكانت ابسط الاشياء اللي كانت نملكها هي ذاك الحذاء. بعد ما شفت الفكره ذيك انه يقدروا يتركبوا عليه الاجهزه بطريقه سهله. وبعد لاحظت انه العوامل الطبيعيه مثل كي تهطل الامطار راح يتبلوا الحذاء ويفضل. فطورت السوار ذكي بعد عناء طويل جدا من البرمجه، خاطرش هي اللي تعبتني بزاف. وثاني باش نلقى القطع الالكترونيه ثاني تعبت باش نلقاها، وخدمت هذا السوار بزياده. السوار جوستومون راك جبتو معاك اليوم، بالكش تشرح لنا كومون سا مارش. الحذاء كانوا القطع الالكترونيه تاعو كبار بزاف ميغا، وليت قلبتهم نانو وزدت في الخصائص تاعو. بالنسبه للخصائص تاعو كان الحذاء يطلق صوت، دوكا ورا يقول كلمه حذاري، والحوايج اللي كنا مسجلها في البرمجه راح ينطق بالاسم تاعها، مثل شجره، حجر. وايضا في خاصيه تعرف الاشخاص، معناها هذاك المكفوف يكتب الأقرباء تاعو بالصورة تاعهم. المرة الجاية كيجي عابر هذاك القريب تاعو قدامه ينطق بالاسم تاعو، مثال أحمد، محمد، ينطق بالاسم تاعو. دونك يقدر يعرف شكون معاه من تلاقى وشكون راهم. وجهته أيضا لمرضى الأنزايمر، وأيضا هذه للمكفوفين. أيضا كي يتوضع المريض والمريض بالأنزايمر ولا المكفوف، نبعث في الهاتف تاعي كلمة وير يعاود يرجع لي الموقع الجغرافي الخاص به. يعطيك الصحة وائل. Alors justement وائل et Maram, est-ce que vous avez fait des formations, est-ce que vous faites partie d'académies, est-ce que راكم منخرطين في جمعيات ولا منخرطين في معاهد اللي تتعلموا من خلالها البرمجة؟ نعم منخرطين في جمعية وائل ومن بعد مرام. انخرطنا في جمعية الإبداع والابتكار العلمي لولاية المسيلة. بالمناسبة نشكر الرئيس تاعها شبير عبد الغني يلي قدم الدعم مش غير ليا لجميع الأطفال اللي كانوا متمرسين في الجمعية، وبفضله قدرنا نطوروا المهارات تاعنا. وأيضا أكبر تحية نقدمها للأستاذ علي عبد الباسط يلي هو ساعدني أن نبرمج السوار والحذاء، ونقدم له تحيه كبيره بزاف. هو الاستاذ تاعي المفضل. نحييه وحنا تاني لانه il t'a aidé donc à faire cette création. Alors justement Maram ou encore Wael au sein donc كيفاش ديجا نتوما vous avez eu l'idée انكم تروحوا vers l'invention، تروحوا vers البرمجه، كيفاش حتى vous avez eu l'idée؟ شوفي احنا في بيمون وائل هو اللي بدا الاول. شوفي احنا في ثلاثه وعندنا خونا اوسي ثاني في هذا الدومين. دونك وائل كما كان صغير كان يشتي شغل لي جوي نتاعو، شغل يعاود يمونطيهم يكسرهم يمونطيهم سيكلاج كوم ريسيكلاج شغل يعاودهم. دونك من بعد بابا شغل شاف هذه لاسوسياسيون دا وائل فيها. ابري شغل دخلنا حنا شغل كيما كان وائل ثم شغل كي يجي كي يرجع لا ميزون شغل نشوفوا حنا ثاني نبداو نوسوا معاه شويه ايتو دخلنا فيه. يعني هما عداكم كنا فابريكي عداكم ياك يعني هما اللي كانوا يساعدوني في مثال حوايج نحبوا. ثاني ملي كنا صغار في ثلاثه كنا خدمنا ماشينا لافي، دونك بدينا بزاف حوايج بالخشب برك بسيطه، وبعد بدينا نطوروا شغل ما بديناش ديريكتومون في البروغراماسيون الالكترونيك، بدينا نطلعوا درجه طلعتوا درجه تري بيان. اي جوستومون طلعتوا درجه درتوا دو تري تري بيل انفونسيون سورتو انها صح تعبنا بزاف باش نطلعوا ونوصلوا وين رانا دوكا، خاطركش لازم بزاف تعب، ولا المشاهد لا يتفرج فيا لازم ما يستسلمش، خاطركش انايا مرت عليا بزاف عوائق وبفضل الله وبفضل والديا والاخوه تاعي قدرت اني نتخطى هذه العوائق ونوصل وين راني الان. يعطيك الصحة على الرسالة الجميلة هذه وائل، انه رسالة امل راك تمت فيها اليوم اترافيغ الحصة تاعنا. الوغ جوستومون وائل et Maram vos inventions
tout l'intérêt que vous avez pour la programmation. Vous avez eu beaucoup de distinctions. Vous avez participé à plusieurs concours, donc عطاولكم plusieurs distinctions, عطاولكم plusieurs médailles. شاركتوا في مسابقات, n'est-ce pas? مسابقات عالمية ولائية وطنية. بزاف. آخر مسابقة شاركت فيها هي مسابقة كودافير 2021 ولكن للأسف ما تحصلتش. بصح هذا ما يمنعكش انك تعاود. هذا ما يمنعنيش اني نعاودها العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ونزيد نخدم حوايج واحد الاخرى ونشارك ونفوز ان شاء الله. ان شاء الله. وانت مرة؟ وي ديجا في هذه لو ديرني فوا في هذه المسابقه الكومبيتيسيون ناسيونال درناها في الغواط. شاركت بمنزل ذكي شغل درت سمارت هوم. السمارت هوم تاعو فيه حساس تاع الغاز. وي في حساس الغاز ديجا رانا نشوف ان غرو بروبليم جوستومون لو غاز مالوغوزمون شاك اني كاين الناس اللي راهي تموت مالوغوزمون. دونك انا الحساس الغاز تاعي كيفاش دونك جوست ما ديتيكتي باللي راهو تسرب لك الغاز تاعك راح ديريكتومون الروبيني تاع الغاز تاعك راح يتغلق وحده اوتوماتيكمون. راح يعطيك الالارم فوالا باللي راهو عندك كوم شاشه ال سي دي راح تضرك لا كونتيتي دو غاز تاعك اللي تسربت. وفي ثاني حساس الحركه اللي يمنع اللي زارناك كي يدخلوا للدار. وي يعطيك جوست ما شغل عندك كومون ديستانس كو شغل يفوتها راح يبدا الالارم تاعك في الدار باش تعرفي بلي فوالا راه واحد سنسيبيليزاسيون او موفمون. فوالا. عندك ثاني دايره في حساس تاع الماء شغل كوم لا بومب تاعك شغل جوست تفرغ راح يجيك لا لامب روج كو تكون في النص راح يجيك لا لامب جون كو تتعمر راح يجيك لا لامب فيغ كو تتعمر باش ما تسيحش اوتوماتيكمون راح تحبس وحدها. وي فوالا. عندي داير مازال نطور فيه وسي انا ديجا شوفي بديتو انا ومن بعد دخل فيا وائل معاه ديجا نطوروا فيها. سي ان طرافاي ديكيب على كل حال. وي بيان سور. وفي ثاني لابورت تاعك نتحكم به بار تليفون شغل كوم اون ابليكاسيون. هذه الابليكاسيون فيها بلوزيور دي شوز شغل نتحكم فيها في المنزل. وشنو هذه الابليكاسيون نبعث ميساج قال اوبن تفتح الباب كلوزي تغلق الباب. داكور فوالا سي سا. يعطيكم الصحه. بالنسبه للابليكاسيون اللي تهضر عليها الاخت تاعي في البورتابل ايضا الصور الذكيه برمجته بابليكاسيون على التليفون دوكا نمشي. الابليكاسيون اسمه الصور الذكي يمشي مع الصور. منا نقدر نشغل خاصيه تعرف الاشخاص ويمشي عبر البلوتوث. تم الاتصال بالصور. معناها كي تعود حاجه امامه دوكا تسمع حذاري تجبد يدك معناها كي تعود حاجه قدامه يهدر. هذه هي تاع الصور ما شاء الله. وان شاء الله الصور تاعي راح قيد التطوير ومي ناقصين حوايج هكا راني مازلت نبحث عليهم وان شاء الله نخليها لكم مفاجاه وتزيدوا تشوفوها بتطوير واحد الاخر بشكل جديد ان شاء الله. انا استنى في المفاجاه وائل. انا استنى في المفاجاه. تقعدوا معايا on va voir juste une vidéo de vous justement vous êtes en train de nous expliquer un petit peu vos inventions et on se retrouve juste après. سيتصل مع السوار وأيضا هو في خاصية الجي بي اس التي تستطيع أن تحدد بها عبر هاتف والد الشخص المكفوف بأن أين ابنه المكفوف. والآن سأقوم بتشغيله. حينما يكون شيء أمام المكفوف سيقول حذاري 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 حذاري. وفيه أيضا ويستطيع أيضا التعرف على الأشخاص. التعرف على الأشخاص. إيقاف التعرف على الأشخاص. نعم هذا التطبيق. هذا هو التطبيق الذي أستخدمه. كيف؟ حينما أقوم بتشغيل هذا الزر يقوم بالتعرف على الأشخاص. إذا كان حجرا أو شجرة سيقول ذلك. وإذا مثال كان أمامه شيء فيقول الهاتف احذر. سأقوم بتشغيل.
والآن سيشتغل مع التطبيق. هذا السيبوي. Voilà, c'était donc une vidéo explicative de l'invention de Wael. Alors, Wael, en plus que tu sois inventeur, Lahibarek, donc tu as fait cette invention, plein d'autres activités, mais tu fais partie aussi de plusieurs organisations. Donc, tu as في منظمات عالميه ثاني كيما البرلمان العربي للطفل ايضا سفير الطفوله وسفير الطفوله. دوك احكي لنا على العضويه تاعك واش يمثلوا هذه المنظمات. بالنسبه للبرلمان العربي للطفل هو يشتركوا فيه اطفال الدول العربيه كي يشتركوا فيه نتحدثوا عليه على حقوق الطفل، مثال حق الطفل في التعليم، حق الطفل في الصحة، وأيضا عدة حقوق واحد الأخرى. وأيضا ندرس الدستور، مثال دستور كل دولة، وندو دبلومات عليهم، مثال دور الطفل في السلام المجتمعي. أيضا درنا دورة واحد الأخرى في الابتكار منصة المستقبل وعدة دورات. Très bien. Alors, Maram et Wael, avant de terminer notre discussion, donc tout m'a dit de très belles inventions. Les inventions elles répondent, comme on a dit, aux besoins de la société. Donc, جاوب الاحتياجات المجتمع. Les inventions تاعكم هذوما وشنو هو المستقبل تاعها؟ كيفاش دوك هذيك انا رايحين نقدروا نستفادوا منها كمجتمع؟ Comment on va donc pouvoir profiter ou démocratiser un petit peu ces inventions? شوفي احنا الشعار تاعنا في الاسوسياسيون فيجن 10 years، يعني رؤية 10 سنوات. 10 سنوات. دونك حنايا ماذا بينا لو كان شغل هكا الابتكارات تاعنا هذو ما يحبسوش هنا كو شغل نبراتيكوهم في شغل في الواقع، في ارض الواقع. فوالا شغل كيما وائل هذه لو كان صح شغل تكون في لا فيريتي كو راح تنحي عائق بزاف، فهمتيني؟ بزاف صح. Donc ça va être l'occasion de lancer un appel donc aux industriels surtout de pouvoir prendre et sponsoriser toutes ces inventions. Donc راح تكون فرصه اليوم باش توجهوا نداء للصانعين المصانع ثاني باش يقدروا يبقى. انا حاليا مانيش حاب يعني يتبناو لي هذا المشروع وندير عليه اختراع، خاطرش لو كان نبني عليه مشروع كبير رايح نحبس من هذا تاع الابتكار ونتابع حوايج واحد اخرى. لذا قررت اني نكمل غير في هذا المجال حتى نكبر ان شاء الله ونصير عالم. والقدوه تاعي اللي حاب نكون كيفه الاستاذ بالقاسم حبه، ما شاء الله حاب نكون كيفه والله غير هنا كيفو ولا peut-être أكثر إن شاء الله. Peut-être acteur. Donc Belkacem Haba, effectivement, un grand savant algérien aujourd'hui classé comme le meilleur inventeur, le premier inventeur, le premier savant. Oui. حاب نوصل فكرة هكا أنهم ماذا بيا باش يساعدونا حنايا المبتكرين من كل ولايات انهم يخدموا مثل كما ثانويه الرياضيات يجمعوا فيها ليتحصلوا على معدلات جيده في الرياضيات ويتمارسوا مع بعضهم في النشاط تحليمات. وحنايا كمبتكرين نمارسوا يخدموا لنا ثانويه العلوم والتكنولوجيا في الصباح يمارسوا النشاط العادي تاعهم وفي المساء يخدموا الابتكار. ان شاء الله يسمعوا منك وائل. ان توكا وائل مرام يعطيكم الصحه. félicitations. Donc vous êtes un très bel exemple pour tous les enfants de l'Algérie. وائل شحال ديت معدلات العام؟ 16. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. Merci beaucoup encore une fois et on vous souhaite très belle continuation. ان شاء الله نجاح على نجاح وتوفيق على توفيق. يعطيك الصحه وائل et Maram d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on rappelle, vous êtes des inventeurs. Voilà, on continue et comme on l'a dit aujourd'hui, c'est la célébration de la journée nationale du savoir. Justement, des dons de certains objets de Abdelhamid Ibn Badis ont été faits au musée. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. C'est à l'initiative du frère de l'imam que les effets personnels du cheikh ont été offerts au musée du Moudjahid. Une kshabia, une canne, une chaise, une radio de type TSF et une couverture en plus de documents à l'image d'un diplôme des 7 lectures du Saint-Coran et un carnet des élèves. Dorénavant, tout tunnel du musée est consacré au cheikh, une façon de garder intact un pan de sa mémoire, de préserver la mémoire nationale et de rendre hommage au parcours glorieux du leader des oulémas algériens. J'avais tout réuni. J'ai tellement attendu ce jour et finalement quoi de mieux que le musée du Moudjahid pour garder ses souvenirs du cheikh.
Je suis très heureuse de cette initiative qui vient de mon père. L'idée de remettre les effets personnels de l'imam Ben Badis au musée du Moudjahid a une portée symbolique pour lui. Gardé précieusement depuis près de 70 ans, voir ces reliques finalement atterrir au musée du Moudjahid est un grand événement et une occasion pour replonger dans la vie et les enseignements et la pensée du cheikh. Les nouvelles générations doivent s'imprégner des valeurs de nos valeureux chouhada et cheikh pour servir le progrès et la prospérité du pays. L'œuvre du cheikh Ben Badis restera à jamais gravée dans les mémoires, et cela grâce aux chouyours et aux différentes écoles qui ont su nous transmettre leur savoir, et c'est aussi grâce à eux que nous sommes ici. Le cheikh a contribué au progrès de la nation avec son savoir, avec le Coran et le tafsir, et c'est le plus grand des djihad. Un patrimoine inestimable reflétant une pensée islamique intemporelle à sauvegarder pour les générations futures. Et voilà, donc nous nous retrouvons pour la dernière station de cette matinée pour parler de solidarité durant ce mois de Ramadan. C'est en compagnie donc de Maryam Laribi, la présidente de l'association Amal Jazair Hope des Aides. Maryam, bonjour. Bonjour, ça va Nour, vous allez bien? Sahar Ramadan comme les Algériens. Voilà. Alors, un programme quand même assez lourd, assez riche pour ce mois de Ramadan, comme chaque année, comme toute l'année d'ailleurs. Tout à fait, comme chaque année. Voilà. Comme toute l'année. Mais avant de parler donc du programme de solidarité, un concours qui revient chaque année, un concours, on va dire, de beauté qui sélectionne la Miss, donc Miss Algérie qui est parmi nous. Ce matin, Mélissa Hamoum Raoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Sahar Mdanes. Et félicitations. Je vous remercie. Et félicitations. Et nous également. Faisal Hamdad, bonjour. Bonjour, Sahar Mdanes, comme ravi d'être là parmi vous. Marhaba bek, et vous êtes le président donc, de l'organisation de Miss Algérie. Alors, l'organisation Miss Algérie, cette année, ça s'est passé dans quelles conditions? Alors, ça s'est passé dans des conditions, on va dire qu'on a organisé assez rapidement, c'était en rond. Donc, on a préparé l'événement carrément en 3 à 4 jours. Et là, ça a donné naissance à Mademoiselle Mélissa Hawarabi, Miss Algérie 2020. Alors, Mélissa, alors, j'aime bien, ça a donné naissance. C'est en le doigt ma mère. Voilà. Deuxième naissance, voilà. Donc, première naissance, c'était en Alors, pardon. Première naissance, c'était en alors, le 12 mai 2001. 12 mai 2001 et en 2022, une deuxième naissance. Donc, vous l'avez vécu comment cette expérience? Alors, très bien. Franchement, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre cette aventure. Et donc, je suis très honorée d'avoir pu être couronnée en tant que Miss Algérie et de pouvoir représenter la femme algérienne indépendante et moderne. Et donc, j'espère être à la hauteur de cette couronne. Certainement. Alors, dites-moi, c'est votre première participation à ce concours? Alors, absolument. Je n'ai jamais fait de mannequinat ni de concours de beauté. Donc, c'était vraiment la première tentative. Alors, d'où est venu le déclic de participer? Alors non, vraiment, c'était juste pour rire au début. Donc, voilà. on avait Ça commence toujours comme ça, exactement. Donc, c'était juste le casting, c'était l'été, on voulait... des amis m'avaient envoyé le lien, m'ont dit allez vas-y fais-le, on y allait, ça donnait ça. Voilà, et ça a donné naissance donc à Miss. Alors justement, Faisal Hamdad, dans ce sens, on sait très bien que c'est un concours quand même qui est, on va dire, où les conditions sont un petit peu draconiennes, donc dans le choix, et c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile de choisir entre les Miss parce qu'elles sont généralement toutes magnifiques. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faudrait savoir qu'il y a des conditions de base. Lors des castings, c'est par rapport à la mensuration, au niveau intellectuel et par rapport à l'âge. Et là, après, par rapport au choix de la Miss, là, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Parce qu'avant qu'on arrive à la cérémonie d'élection de Miss Algérie, il y a ce qu'on appelle le stage de préparation des finalistes. Donc, pendant le stage, il y a tout un programme qui est dédié à nos finalistes. Et là, il y a une note qui est donnée, une moyenne. Donc, le choix de la Miss, en fait, c'est 50% des notes qu'elles vont avoir pendant le stage de préparation. D'accord. Et là, il y a 50% qui restent. Là, c'est par rapport à la soirée, leur prestation, leur charisme. Voilà. Donc, on va dire que c'est assez vague et c'est assez, on va dire que c'est assez pointu. Voilà, d'autant plus que le concours a été quand même organisé en un temps record.
pour un temps record, et le concours il est bien passé. Tu confirmes? Absolument. Et comment? Et comment? C'est un moment que je n'oublierai jamais. Ah ben voilà, donc ça, elle va être Miss Algérie durant une année, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu la tradition, on va dire, de Miss Algérie. Et Miss Algérie, durant toute cette année, elle va avoir des missions particulières, n'est-ce pas? Donc quelles sont les missions de Miss Algérie? Alors, je vais dire, on va dire quelques-unes, et je vais lui donner la parole pour donner la suite. Déjà, on a une action caractéristique avec Madame Mariam. C'était la question que j'allais poser. Donc en fait, on va organiser la soirée des remises du prix le 22, Inch'Allah. Donc le 20, on a une action à faire avec Madame Mariam. C'est une amie aussi. Bon, je dis Madame Mariam, mais c'est une amie. Voilà. Alors, mis à part ça. Mariam, c'est aussi notre amie, hein, et c'est l'amie de Canal c'est l'amie Algérie. de tout le monde. Merci. Et l'amie des nécessiteux surtout. C'est ça le plus important. On est là. C'est ça le plus important. Merci. Alors, la mise à part ça, l'édition de 2022 de Miss Algérie, elle avait genre, en fait, le concept c'était quoi? C'est la protection de l'environnement et l'écologie. Oui. Et là, je vais donner la parole à notre Miss Algérie 2022, Mademoiselle Mélissa. Je vous parle un peu de ces actions qui vont venir. Alors, Mélissa, grosse responsabilité, vous avez... Absolument, j'espère être à la hauteur et vraiment pouvoir transmettre ce message. Donc, comme M. Hamdad vient de dire, l'édition de cette année porte au thème l'écologie, la protection de l'environnement, qui est un sujet d'actualité. On entend beaucoup parler de réchauffement climatique. Et donc, on peut intervenir en tant qu'être humain, d'abord en incluant le recyclage dans notre vie quotidienne. Donc, à la maison, déjà, on peut séparer le plastique de côté, le carton de côté, les déchets organiques, absolument. Si on a un petit jardin, on peut faire du compost. Ça fait un excellent engrais, pardon. Et donc voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire à partir de chez soi. Et aussi, ce mois sacré, on sait qu'à la fin de la journée, on cuisine beaucoup, on se dit qu'on va beaucoup manger. Après, à la fin, on se retrouve à jeter beaucoup de restes. Et c'est dommage. Puisque, on parlait ce matin, justement, le gaspillage, voilà, le gaspillage, a un absolument. énorme. Exactement. Et je trouve ça très triste. Et j'espère pouvoir sensibiliser la population. Donc ça commence par soi-même. Donc déjà chez soi, on peut commencer par ça. Et puis aujourd'hui, c'est la journée du savoir. Donc j'aimerais beaucoup transmettre un message aux jeunes algériens de se cultiver, donc de lire, voilà. Donc moi j'aime beaucoup lire. Donc, voilà, de s'auto-construire surtout. Exactement. Vous aimez lire quoi? Alors bon, je suis une fan de Dostoïevski et particulièrement d'Émile Zola aussi. Philosophie, là. Oui, non, j'aime bien aller dans les... Mais j'aime beaucoup les auteurs algériens aussi. Yasmina Khadra, c'est un auteur qui m'a énormément marqué. Tout à fait. Effectivement. Alors Mariam, alors du moment qu'il va y avoir une action, on va dire, en commun avec Miss Algérie et les organisateurs de Miss Algérie, donc on comprend que même la solidarité, il y a, on va dire, joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait, tout à fait. Il y a une action solidaire, mais une action culturelle aussi, quelque part. Très très bien. Donc, on attend bien sûr Faisal et la Miss avec nous à Bab el Oued Kitani, le plus grand chapiteau en Algérie. Donc, ça sera une journée spéciale où la Miss avec les dauphines. Normalement, c'est ça. Faisal qui vont venir, Inch'Allah, nous rendre visite. Et ça sera une journée de solidarité bénévolat, pure bénévolat, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah, la Miss aussi va servir les personnes qui vont venir rompre leur jeûne. Ça me fait... non, elle n'est pas prête, elle n'est pas très pratique. Non, on va porter un t-shirt Hope des aides avec l'équipe et les bénévoles de l'association Amel Jazair Hope des aides, y compris Faisal, bien sûr, il va être présent. C'est exactement. Donc voilà, on aimerait bien qu'elle soit une journée, Inch'Allah, spéciale pour la Miss, et c'est une première. Je ne sais pas si elle a déjà participé dans des événements pareils, bénévolat. Donc, alors l'année passée, on avait fait une action à Oran, et j'en garde d'ailleurs un excellent souvenir. Des gens en ont parlé récemment. Donc ça sera une deuxième, Inch'Allah. La Miss, elle a quand même une petite expérience, hein, c'est super, qui va l'enrichir encore une fois avec votre association Mariam. Alors justement, Faisal, là, vous dites que la Miss sera accompagnée des dauphines, donc si on invite les dauphines à ce genre d'événement, c'est aussi un encouragement pour elles? Ben oui, en fait, c'est très important parce que, comme vient de dire Mademoiselle Mélissa, il faut encourager les autres à aller vers des actions caritatives. Voilà. Donc c'est vrai que c'est Miss Algérie. Mais après, Allah, c'est dauphine. Donc les dauphines, elles doivent aussi suivre le même programme que Miss Algérie. Donc les actions caritatives, pour moi, ça reste un truc très important. Et il faut vraiment que chacun de nous, en fait, pas spécialement, on va dire, une particularité,
qu'on aille vers ça. Si chacun donne peu, en fait, on va avoir beaucoup. Et c'est très important. Effectivement. Alors, Mariam, je reviens à vous. Donc, comme le dit si bien Faisal quand même, les actions de solidarité sont très, très importantes, particulièrement en ce mois sacré. On sait, Mariam, vous êtes quand même présente et active tout au long de l'année. Et justement, pour cette année, vous avez un programme quand même sur 5 volets importants. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la réalisation de notre programme spécial mois de carême, donc qui s'appelle Cœur chaud, qui contient 5 opérations, comme tu as dit, Nour. Donc, la première action, c'était la distribution des koufans, donc Kouf el Baraka, qu'on a commencé bien avant le Ramadan, donc 10 jours avec Justement, nous sommes en train de voir quelques photos de vos activités. Voilà. Et après, bien sûr, il y a le plus grand hôpital en Algérie, Khaymat el-Marhaba, c'est au niveau de Bab el Ouattani, donc c'est la plus grande khayma en Algérie, plus de 1500 mètres carrés, où on reçoit à jour plus de 1200 personnes. Hier, c'était particulièrement car il y avait le match de Sétif avec l'équipe je pense la Tunisie, je pense c'est l'équipe du Tunis qui sont venus pour jouer avec Sétif au 5 juillet. Donc on a reçu un petit peu plus de personnes que d'habitude. Donc on a dépassé 1500 personnes, mais c'était agréable. Donc hier c'était joindre l'utile à l'agréable. Donc c'était venir remplir le jeûne, mais aussi donc il y avait des gens de Sétif, donc au Lidjaou, c'était super, alhamdoulilah. Et bien sûr, on a une 3e et 4e, 5e action. Voilà, la 3e, ça sera, Inch'Allah, la circoncision des enfants, que ça sera pour le 28e jour de Ramadan. On a commencé l'opération de circoncision au niveau de Berdralia et au niveau de l'hôpital Beni Messous. Donc là, c'est un travail quand même très important qui se fait en étroite collaboration avec les hôpitaux, avec les hôpitaux et avec, bien sûr, les médecins. Et on a aussi des sponsors ou des gens qui nous aident bien sûr pour acheter ces vêtements comme les gandora, comme les tenues traditionnelles. Donc notre programme, on a des volets où on a un truc spécial pour garder tout ce qui est traditionnel, les coutumes algériennes. Donc on aimerait bien garder une soirée. On va faire Inch'Allah une soirée spéciale pour les familles et les orphelins. Bien sûr, il y aura des orphelins qu'on va Inch'Allah les inviter pour qu'ils assistent avec les membres de famille. La soirée, Inch'Allah, ça sera pour le 28e jour de Ramadan, bi'idnillah. Et après, on a aussi Eid Kzahi. Kzahi, c'est les tenues pour les enfants et les familles nécessiteuses. Et bien sûr, ensuite, on a le projet particulier aussi. C'est un petit projet, mais il est spécial un petit peu car on va fêter Eid al-Fitr, Inch'Allah, Eid al-Fitr al-Mubarak, à l'intérieur du chapiteau, Inch'Allah, Sbihat al-Eid. Vous êtes invités, bien sûr. On aimerait bien vous voir Sbihat al-Eid, Inch'Allah. Donc, on va fêter l'Eid à l'intérieur du chapiteau, autour des tables, bien sûr, des gâteaux traditionnels, donc des boissons chaudes, des boissons fraîches, où on va recevoir les gens ou les personnes qui viennent chaque jour rompre leur jeûne avec nous au chapiteau de Bab el Oued. Donc, ça sera un Eid, Inch'Allah, à l'intérieur aussi du chapiteau le premier jour au Sbihat al-Eid. Inch'Allah. Alors, justement, Mariam, on voit quand même que c'est un programme quand même assez lourd. 5 actions, donc chaque action est aussi importante que l'autre. On comprend pas qu'il y a une organisation très pointueuse au niveau de l'association finalement. Parce que faire manger comme ça 1500 personnes, et puis c'est connu, Ramadan, on mange tous en même temps. Il y a des plats. Vraiment à la même seconde, j'ai envie de dire. Donc l'organisation est de taille finalement. Tout à fait. Donc, vu qu'on a plusieurs tâches, donc on s'est divisé en groupes. Il y a des groupes qui se déplacent vers les marchés de gros pour récolter les légumes et les fruits pour pouvoir préparer le ftor pour les personnes qui viennent bien sûr. Donc, on a le premier groupe qui se déplace à 4h du mat vers les marchés. Il y en a ensuite le deuxième groupe qui s'est installé au niveau de la cuisine, donc le chef traiteur Added. Donc, on le salue et le remercie infiniment car il vient chaque jour de Boumerdès pour qu'il nous aide. C'est un bénévole aussi. Il fait ça gratuitement au titre gracieux. Donc, l'équipe de la cuisine qui s'occupe de préparer tout ce qui est shorba, deuxième pola, donc les salades, voilà, comme chez nous, comme on fait le ramadan à la maison, mais par contre avec des quantités importantes et énormes, donc plus de 1200 personnes qui viennent chaque jour. Alors le troisième groupe qui est aussi à l'intérieur du chapiteau, donc il essaye de nettoyer le chapiteau, il met les assiettes, les tables, les couverts, tout ce qui est préparation
et organisation des tables au niveau du après, on a le débarras, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage. Après, automatiquement, quand ils viennent, les familles. Cette année, on a reçu plus de 150 familles au chapiteau de Bab el-Oued. Donc, le nombre de familles a augmenté. Donc, pas spécialement les familles qui sont dans le besoin, mais par contre, on reçoit des familles qui sont des familles comme nous, quand ils viennent pour faire partager, finalement, pour partager voilà, ce moment. Exactement, pour partager ce moment. Ils aiment bien partager ces moments avec nous. On vient pour voir هذيك الماء كيفاش يديروا كيفاش تكون هذيك الماء. Donc on trouve que ces familles là رجعوا يتوحشوا هذيك الماء car tout le monde qui travaille, on n'a pas le temps pour se réunir en famille autour d'une table avec shorba ou avec même d'été. Donc ils viennent chaque jour juste pour vivre l'ambiance. Juste pour vivre, voilà, tout à fait. Après, bien sûr, le ftor, on a le plus grand travail. Donc Sahara Ta'ana, ça sera avec la vaisselle. 1500 assiettes creuses, 1500 bols, les cuillères, tout ce qui se suit. 1500 couverts x3, cuillères, fourchettes, voilà. couteaux. Donc c'est le groupe de nettoyage qui font la vaisselle. Donc ils commencent vers 8h30. 9h jusqu'à minuit, 1h du mat مساكن. Donc on نقول لهم يعطيكم الصحة كيما نقول لهم أنا l'équipe du choc Farid et son équipe, il y a même des femmes des voisins qui habitent les immeubles en face du chapiteau qui viennent chaque soir nous aider. Donc on نقول لهم يعطيكم الصحة et le rebelote le lendemain que ça sera le même travail qu'on fait chaque jour. Voilà. Et donc, comme ça jusqu'à la fin du Ramadan. Donc la famille Hope des Aides accompagne plutôt la famille algérienne du début dès le début de mois de Carême jusqu'à l'Aïd. Donc c'est comme ça voilà, donc vraiment une organisation d'entreprise. Hein. Chacun a c'est des tâche, départements, voilà, chaque département a sa tâche. Donc il y a l'équipe de communication, il y a l'équipe de la logistique, il y a l'équipe donc voilà. Entreprise, voilà. bénévole. Bénévole, entreprise bénévole. En tout cas, on vous félicite pour tout ce que vous faites. On vous remercie aussi parce que quand même, ce sont des personnes qui ne partagent pas le repas avec leur véritable famille durant 30 jours. Ils ont choisi, voilà, effectivement. Donc c'est quand même, voilà, c'est même énorme comme travail. On vous félicite encore une fois pour tout ce que vous faites sur terrain. Mariam, merci beaucoup. Donc je rappelle, Mariam Laribi, vous êtes la présidente de l'association Amel Jazair Hope des Aides. Merci aussi à vous, Mélissa Hammoum Raoui, Miss Algérie de cette année. On vous dit beaucoup de courage et beaucoup de succès pour vos missions donc de Miss de cette année. Inch'Allah, certainement, vous serez à la hauteur de votre couronne. Je l'espère. C'est votre couronne qui sera à votre hauteur. Ah, espérons que ce soit le cas. On verra. Aussi, Faisal Hamdad, merci beaucoup. Encore une fois, vous êtes le président donc, du concours Miss Algérie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Une très belle continuation et longue vie à ce concours. Inch'Allah. Continuité pour moi aussi. Merci beaucoup. Vous aussi. Comme ça, voilà. Et on c'est un honneur même pour l'Algérie. Le 22, Inch'Allah, voilà. Ça sera une journée spéciale avec la Miss Algérie, Faisal et son équipe. Marhaba bikoum, Inch'Allah. Eh ben voilà, merci encore une fois. Merci à vous. On vous souhaite une très belle continuation. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment de vous avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouvez Amel Almi demain dès 9h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir.